l'exploration du catalogue. Tu parlais tout à l'heure de littérature de l'exil, de l'ailleurs. On va partir sur cette idée pour avancer et pour défricher. Moi, je voudrais d'abord aborder la thématique des différentes formes de l'exil et de l'étranger en terre d'Occident. Et tout ça, c'est surtout un prétexte pour parler d'un auteur qui m'a beaucoup marqué, qui est Tabish Kayer, qui est un auteur indien qui vit au Danemark. Oui, qui est marié à une Française et qui enseigne la littérature anglaise. Voilà. Et qui écrit en anglais. Alors, je voulais juste dire un petit mot sur Tabish Kayer est arrivé chez nous grâce à Blandine Longre, sa traductrice. Je voulais juste dire un petit mot aussi sur le rôle des traducteurs dans notre catalogue. Il y en a ici 2 présents. Ce sont des personnes très importantes pour nous. Alors moi, je ne lis que l'anglais, mais au-delà de ça, on ne peut pas tout lire, on n'a pas connaissance de tout, et ce sont des personnes qui ont vraiment un rôle très, très important dans notre catalogue, car c'est grâce à elles qu'on découvre des auteurs, qu'on découvre des textes. Elisabeth, qui est ici présente, nous a fait découvrir un texte de Heine intitulé « Qui a assassiné Mozart ». Je ne lis pas du tout l'allemand, donc j'ai fait une entière confiance et j'ai eu raison à Elisabeth. Et c'est comme ça aussi que Tabish Kayer est arrivé chez nous, grâce à Blandine Long, qui nous a proposé d'éditer son premier roman, qui en français s'appelle « Apaiser la poussière ». Le deuxième s'appelle « À propos d'un thug ». Et je ne sais plus ce que tu m'as posé comme question, et c'est terrible. Non, il n'y avait plus de questions. Ah bon, ben voilà. Tu parles tout seul, c'est que j'ai rempli mon rôle. Je me tais. Et à toi. Non, mais par rapport à Tabish Kayer, donc deux romans et un en prévision, avec un titre que je brûle de te faire prononcer. Alors, le prochain paraît le 22 octobre et s'intitule « Comment lutter contre le terrorisme islamiste dans la position du missionnaire ». Ce sont 3 romans très différents, très très différents. Le premier, qui est donc Apaiser la poussière, se passe dans l'état du Bihar, donc qui est un état au nord-ouest de l'Inde, qui est l'état d'origine de Tabish, qui est un long voyage en bus avec plusieurs voyageurs qui montent, qui descendent. Le deuxième, À propos d'un thug, dont Julien va vous parler un petit peu, se passe dans le Londres du 19e. Et le troisième se passe en revanche au Danemark, celui dont je viens de vous parler, se passe au Danemark aujourd'hui, enfin ou avant-hier plus exactement, mais aujourd'hui en quelque sorte. On est pleinement dans la thématique de l'exil, donc À propos d'un thug, puisque c'est l'histoire d'un présumé thug, en tout cas, qui est ramené en Angleterre par le capitaine Meadows, qui va écrire un essai qui s'appelle Note à propos d'un thug, en racontant la vie de cet homme. Ils se sont rencontrés tous les deux en Inde, le capitaine Meadows cherchant à rencontrer un thug, mais refusant d'écrire le témoignage d'un thug qui avait tué. Et se présente cet homme, voilà, qui n'a pas tué, mais qui a participé à des opérations menées par les thugs. Et par un jeu de sources croisées, puisque donc le roman propose à la fois des extraits du livre du capitaine Meadows, des extraits racontés par Tabish Kayer lui-même, et des lettres que le thug écrit en persan à sa bien-aimée, qui est une servante anglaise dont il est tombé amoureux. On se rend compte que le thug n'en a jamais été un, était juste un Indien qui avait un besoin de revanche et qui ment, qui raconte son histoire en l'enjolivant pour faire passer ça pour une histoire d'assassinat thug. Il y a tout un jeu comme ça sur le mensonge et ses conséquences, et aussi tout un jeu sur la manière dont le thug est perçu, ou l'Indien est perçu en Angleterre dans les années 1830. On est au début du règne de Victoria. À côté de ça, c'est un superbe roman, presque de genre aussi, dans le sens où on a tout un tas d'éléments qui vont en direction du fantastique, entre des meurtres affreux par décapitation, des lords anglais qui collectionnent les crânes étranges, et puis toute cette faune des ports londoniennes, et puis des ports anglais, tous ces immigrés qui n'étaient pas des immigrés volontaires, mais des gens qui étaient embauchés pour travailler sur les navires anglais lors du retour en Angleterre, et puis on n'avait plus besoin d'eux après, donc on les lâchait dans le port, et puis on les laissait vivre leur vie. Et comme ça, c'est créé toute une faune de gens un peu étranges, où on croise à la fois des Indiens, des Malais, des Irlandais qui ont servi sur les bateaux, et qui forment une sociabilité de briques et de brocs qui se retrouve
dans des tripots, et puis on a tous les ingrédients sont là, le brouillard, les fumeries d'opium, les gens à mine patibulaire, les prostituées, c'est assez... c'est un bon mélange en fait entre un roman de genre passionnant et en même temps une réflexion sur l'altérité et sur le mensonge. Oui. Ça va, j'ai pas dit trop Non, de non, bêtises. c'est absolument parfait. Et encore une fois, magnifiquement écrit et magnifiquement traduit. Donc on va vous en lire un extrait pour vous donner envie. 31, 30. La nuit enveloppe les rues de Londres, ensevelissant même le tribunal et l'immensité de la maison de Newgate, de la prison de Newgate, tandis que chacun des deux hommes, John May et le gentleman qu'il a engagé pour lui procurer la chose, s'éloigne dans une direction différente. Le gentleman fait quelques pas et, à l'intersection, sort un sifflet. Il émet 3 notes aiguës, un fiacre, qui à l'évidence l'attendait plus bas dans la rue, surgit des ténèbres et du brouillard. Le gentleman monte dans le véhicule sans regarder autour de lui, ni ôter son masque. Après une autre chope de bière mélangée et une tournée de rhum chaud épicé avec le tenancier manchot et 2 de ses connaissances, John May, qui est un des personnages principaux, dans un bref accès de prodigalité, est le premier cap venu pour se rendre à Virginia Row. Mais il en descend finalement plus tôt que prévu, juste avant que la voiture ne s'enfonce plus loin dans les quartiers sordides de l'Est londonien, ce qui doublerait le prix de la course. Il poursuit à pied, en faisant par instant teinter les pièces dans sa poche. L'air s'est rafraîchi. Si la nuit et le brouillard industriel de Londres ne nous empêchaient pas de distinguer John May, non plus que les bâtiments environnants et les passants occasionnels, sans mentionner les silhouettes emmitouflées, postés ici et là sous les arches et au seuil des portes, échappant aux policiers en patrouille de nuit, dont le travail consiste à s'assurer que ceux qui possèdent une maison dorment en sûreté parmi leurs biens, ce qui n'est sans doute possible qu'en chassant hors des limites de la ville ceux qui n'en ont point, nous aurions remarqué que notre homme devient plus grand et mieux habillé à chacun des pas qui le font pénétrer dans les quartiers les plus miséreux de Londres. Depuis l'endroit d'où je l'observe, peut-être un chapeau apparaît-il sur sa tête, alors qu'il arrive devant son piteux logis. Pourquoi pas? Des phénomènes plus étranges encore sont déjà survenus dans cette cité. Ballotté dans son fiacre élégant, tiré par un cheval conscient de sa supériorité et conduit par un énorme cocher à l'allure de bohémien, si férocement moustachu et aux sourcils si proéminents que la perruque blond pâle posée sur son crâne paraît irréelle, notre corpulent gentleman, lui, ne subit nullement pareille métamorphose. Il est fait d'un métal que le temps et l'espace ne peuvent altérer. Où qu'il soit, il demeure le même, supérieur par la coupe de ses vêtements, le ton de sa voix, la tournure de ses idées, par la couleur même du sang qui coule dans ses veines et qui a coulé durant 12 générations dans celles de ses ancêtres, lesquels ont tous assumé avec une inébranlable conviction la conscience de soi que confère un nom de famille et de nombreux titres honorifiques. De quelle manière désignerons-nous ce gentleman? John May le nomme My Lord. Le lourd portail de son hôtel particulier s'écarte presque instantanément lorsqu'il descend de son fiacre, comme si ses serviteurs faisaient le guet tout au long de la nuit qui s'épaissit. Le domestique qui lui ouvre la portière l'appelle lui aussi My Lord. Aucun nom ne serait plus approprié que celui-ci. Aurons-nous pourtant l'audace de déchiffrer, inscrit sur les armoiries familiales placées sur la façade de sa demeure, le patronyme que ses pères utilisent pour s'adresser à lui? Car, postés de l'autre côté de la route du temps, nous ne sommes pas ses égaux, nous qui vivons une époque dépouillée. Nous sommes les passants qui le saluons en soulevant notre chapeau, et à qui il octroie, s'il daigne répondre, un bienveillant signe de tête. Nous sommes, au pire, le petit balayeur qui ne sait faire la différence entre des armoiries familiales et un alphabet, et qui n'oserait surtout pas prononcer un patronyme à la légère. Nous sommes, au mieux, ces citoyens anonymes et sans droit de vote, auxquels lui et ses pareils cherchent à prodiguer les bienfaits de la science et de la religion. Pour l'instant, quel autre nom que My Lord oserions-nous lui donner? Il y a davantage de réverbères dans cette rue que dans n'importe quel autre quartier de Londres. Et toutes les sphères de gaz ne peuvent s'unir pour pénétrer l'impassibilité de ces édifices. Car la lumière de ces globes crépitants n'est pas seulement aux prises avec l'obscurité nocturne et le brouillard londonien, elle se cogne aussi à la sévérité des hôtels particuliers qui bordent la voie. Ce sont des demeures déterminées à ne pas s'abaisser à l'allégresse. Portes et fenêtres noires, escaliers de pierre en colimaçon et ferronnerie, poignées astiquées et jardins vides, tout conspire à imposer solennité résolue et noblesse d'âme à ceux qui sont capables de tels sentiments. Quant aux autres, comme par exemple les ramoneurs de passage,
les servantes occasionnelles et inexpérimentées venues de la campagne, une aïa ou deux ramenées des colonies, ils sont tenus au mutisme dans cette rue et dans ces hôtels particuliers. L'écho de leur silence se répercute d'un siècle à l'autre. Même dans la bibliothèque de mon grand-père, je n'ai pas besoin de tendre l'oreille pour percevoir leur voix muette. Dans cette rue sèche et imposante, Mylord entre dans la demeure qui semble dotée de la plus grande noblesse d'âme, tandis que le cheval, toujours attelé, est conduit dans les écuries à l'arrière des bâtiments où résonne son pas. Voilà le gentleman qui monte l'escalier de pierre en colimaçon. Il a ôté son masque alors qu'il était encore en voiture. Dans l'escalier et le vestibule éclairé, il révèle un visage long, large et pâle, affublé de favoris bruns qui s'étalent sur ses joues et Dieu aux étranges nuances de vert, de bleu et de gris-jaune. La minceur de ses lèvres et de ses narines accentue la longueur et la largeur de ses traits aristocratiques. Lentement, il se débarrasse de ses domestiques. L'énorme cocher sur le seuil, le portier dans le vestibule, la cuisinière et gouvernante, qui a demandé sur un ton hésitant si Mylord souhaitait, avant d'être écarté d'un geste. Avec l'assurance d'un homme qui connaît toutes les ombres qui l'entourent, il grimpe les marches de marbre froid, passe devant les portraits de ses ancêtres, visage impassible, subtil miroir du sien, et finit par atteindre une porte imposante, si massive et cadenassée qu'on ne peut manquer de la remarquer, même dans une demeure. Non sans une extrême précaution, Mylord tire, d'une poche secrète de son gilet, un trousseau de 3 clés. Avec précision, il déverrouille chacun des 3 cadenas de l'énorme porte. Celle-ci s'ouvre en grinçant et, dans l'obscurité qui l'accueille, il cherche une bougie et l'allume d'un geste sûr. Puis, il en allume une deuxième, une troisième, et chacune semble se dédoubler comme par magie à travers la pièce, emplie de miroirs et de meubles vitrés. Avec quelle fierté et quel intérêt scientifique, Mylord parcourt à présent du regard ce lieu aux 1001 flammes et observe son précieux trésor de crâne. Crâne long ou court, crâne authentique ou moulage, certains aussi lisses que du marbre et d'autres aussi noueux que du vieux chêne. Crâne petit ou grand, posés sur des tables ou rangés dans des vitrines, tous étiquetés et catalogués. Et nous voici à ses côtés, dans cette maison massive, enveloppée dans le brouillard de la nuit londonienne, admis dans un temps où peu d'individus ont été invités, hormis les membres de la Société londonienne de phrénologie. Nous sommes autorisés à contempler la grande entreprise scientifique de Mylord, sa contribution indélébile à la gloire de sa race et de son nom, son projet d'un théâtre des spécimens phrénologiques. Ce théâtre sera avant tout sa réponse, non pas à ceux qui méprisent la méthode de lecture des crânes, car cela fait longtemps que Sibel, le docteur Gall, G. Spurzheim et H.C. Watson leur ont répondu, si du moins les premiers prennent la peine d'écouter ou de lire les seconds. Mais sa réponse aux partisans de ce parvenu d'Écossais, George Combe, lequel, Mylord en est convaincu, a nui à la phrénologie autant qu'il l'a promue. Lorsque son théâtre des spécimens phrénologiques sera achevé, Mylord fermera le clapet des combiens de la Société londonienne de phrénologie, et la défaite s'imprimera alors sur les traits efféminés de ce capitaine, William T. Meadows, qui a, depuis son retour d'Inde avec Amir Ali, son thug gracié, pris d'assaut la société. Roman sur le mensonge à plus d'un titre, et notamment à propos de ce William T. Meadows, qui a donc écrit, qui est censé dans le roman, avoir écrit un essai qui s'appelle Note à propos d'un thug, caractère et circonstances en 1840. Il se trouve qu'un William Meadows existe réellement et qui a écrit un roman qui s'appelle Note à propos d'un thug. Donc là, il transforme le roman qui est écrit dans notre monde en un réel essai, et le personnage d'Amir Ali en un personnage réel aussi. Donc il y a tout un jeu sur qui ment et qui dit la vérité, et le narrateur qui met lui-même en perspective de l'histoire n'est finalement pas le dernier à mentir, même s'il le reconnaît un peu au fur et à mesure du récit. Un peu, pas énormément, mais un petit peu. Oui, en fait, dans ce roman, Tavish Kirk joue beaucoup sur les codes du roman victorien, les déjoue, les contourne, s'en amuse, plonge dans la culture victorienne et son histoire, et avec une espèce de distance assez jubilatoire quand même, raconte cette histoire de destins intriqués qui sont absolument improbables. Alors, l'un des sujets principaux, effectivement, est où est la vérité.
grand sujet parmi les sujets littéraires. L'autre est aussi, et là on revient à la notion d'exil dont tu parlais, sur la position de qui est la victime de qui. Ce que les apparences, ce que les préjugés, ce que les a priori mènent à considérer et à envisager. Et c'est ce que, insidieusement, on retrouve systématiquement dans l'œuvre de Tavish-Ker d'ailleurs. Cette espèce de volonté de dire la victime n'est pas forcément celle que vous pensez et le responsable non plus, en quelque sorte. Et finalement, nous ne sommes pas tous victimes ou responsables à certains égards, enfin bon, à certains moments. Un peu compliqué ce que je viens de vous dire, enfin, c'est pas très clair, mais néanmoins cette interrogation sur qui est qui et comment on est perçu en fonction des codes qui régissent nos sociétés, particulièrement la société occidentale, que ce soit au 19e ou au 20e, dans le roman qu'on publie au mois d'octobre, c'est un sujet sur lequel Tabish revient systématiquement dans son œuvre romanesque, car il est poète par ailleurs. On va passer à un autre sujet sans transition. Il y a quelque chose qui revient très régulièrement et qui va permettre d'aborder plein d'ouvrages à la fois, c'est le départ vers les îles, qui est traité de manière très variée, à des époques diverses, sous la forme du roman, sous la forme du récit. On trouve notamment un récit d'Elsa Triolet de son voyage à Tahiti, après son mariage. Là, très récemment, vient de sortir, il y a 3 jours, un récit de Roger Vaillant qui part à La Réunion. Alors, est-ce vraiment un exil? Quelque part, oui aussi. Oui, même si c'est plus diffus. Ce sont des exils, alors pour certains forcés. Dans le cas d'Elsa Triolet, en fait, elle suit son mari, Monsieur Triolet, avant de devenir Madame Aragon, qu'elle ne fut jamais d'ailleurs. Elle fut Madame Triolet, ce qu'elle fut toute sa vie, malgré sa vie avec Aragon. C'est un exil qui lui est très douloureux. Je dois vous avouer car passer des steppes aux tropiques ne lui convient pas du tout. Et on a publié aussi un texte de Gauguin qui s'appelle Cahier pour Aline, qui est un texte bouleversant, qui est véritablement un cahier, d'ailleurs, qu'il a rédigé lors de son 2e voyage en Polynésie. C'est un cahier dans lequel il avait fait des dessins. Alors il y avait une très très belle édition qui a été publiée par les éditions William Blake, qui était un facsimilé. Donc on voyait les dessins que Gauguin faisait pour cette fille qui habitait, elle, en Europe du Nord avec sa mère, en Norvège de mémoire. Et c'est un cahier dans lequel il lui livre toutes ses réflexions sur la peinture, la vie, le sexe, la politique, la littérature. Et c'est malheureusement un cahier qu'elle n'a jamais lu, car elle est morte d'une pneumonie à 19 ans avant de pouvoir recevoir ce que son père lui avait adressé de l'autre bout du monde. Donc oui, exil volontaire ou pas, pour créer une œuvre ou pour vivre autrement, recherche d'un ailleurs censé répondre soi-disant aux interrogations de l'ici, ce qui n'est pas forcément le cas, ce dont on se rend compte dans tous ces romans ou récits. Ce que Nicolas a très bien écrit, transition, t'as vu, transition, ce que Nicolas a très bien écrit dans sa vie de Monsieur Le Gars.